Bien, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette visioconférence consacrée à l'internement des Tziganes en France durant la Seconde Guerre mondiale. Donc une visioconférence qui nous est donnée par Marie-Christine Hubert et qui s'inscrit ce soir dans ce cycle culturel que les hauts lieux de la mémoire nationale en Île-de-France et plus particulièrement le mémorial des martyrs de déportation vous propose de suivre tout au long de l'année 2021 pour évoquer à la fois la répression, la persécution et l'internement des nomades pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Alors, ce cycle culturel va se dérouler en plusieurs étapes qui vont s'échelonner et en prenant compte bien évidemment et malheureusement du contexte sanitaire national. Nous vous proposerons à la fois des ciné-débats, des visites thématiques, si le contexte le permet, des rencontres et des témoignages, pendant les vacances scolaires, des ateliers pour la jeunesse, et puis bien évidemment une série de conférences qui émailleront notre année. Donc, Marie-Christine Hubert, notre conférencière de ce soir, est historienne. Vous êtes notamment auteur sur les Tziganes, pendant la Seconde Guerre mondiale, et vous êtes actuellement en poste aux archives départementales de Seine-Maritime. Vous avez publié en 2009 avec Emmanuel Filleul l'ouvrage Les Tziganes en France, un sort à part 1939-1946, et que ce soit cette thèse ou cet ouvrage seront une des bases et des sources de la conférence que vous donnez ce soir et pour laquelle nous avons le plaisir de vous accueillir. Donc un grand merci à vous d'avoir accepté de participer donc à cette première visioconférence pour le cycle culturel. Et si j'ai bien compris, qui est une première pour vous également. Donc un grand merci de vous prêter à cet exercice. Et sans plus tarder, je vous cède la parole pour cette instructive conférence que nous attendons avec impatience. Merci beaucoup. Donc, merci. Effectivement, c'était une grande première ce soir pour une visioconférence. J'espère que ça va être assez quand même dynamique pour les gens qui vont nous regarder, nous écouter. Voilà. Et surtout, à la fin de mon intervention, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, je suis là pour y répondre. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler de l'internement des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale en France et un peu aussi évoquer la déportation. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Tziganes vivant dans les territoires occupés par les nazis ont été recensés, mis au banc des sociétés, internés dans des camps de concentration et mis à mort, notamment à Auschwitz. Environ un quart de la population tzigane européenne a été ainsi exterminée. Les Tziganes de France ont connu un sort à part, tant sur le plan des déportations que sur le plan des dépersécutions qui ont été mises en œuvre.
Pour comprendre cette singularité française, il faut étudier comment les autorités françaises et allemandes ont abordé la question tzigane, et ce bien avant l'arrivée des nazis au pouvoir, comment les politiques anti-tziganes ont été mises en œuvre en France pendant l'occupation. Déjà, dans un premier temps, de qui on parle? Souvent, on achoppe sur le vocabulaire. Donc, le terme de tzigane est apparu au XIIe siècle pour désigner des groupes nomades. Il s'est peu à peu répandu dans le langage courant. Depuis la guerre, les descendants des victimes allemandes récusent ce terme et revendiquent l'emploi de Roms et Sinti à la place. En France, les premiers tziganes ont été appelés égyptiens. C'est ce terme-là qu'il faut rechercher dans les archives. Le terme égyptien a ensuite dérivé en gitan. Puis est apparu le terme de bohémien. Les vocables de Manouche et de Romanichel, qui sont utilisés par les tziganes eux-mêmes pour se désigner, ont peu à peu été utilisés par les non-tziganes. Pendant la guerre, on utilise les termes de bohémien, de romanichel, de gitan, un peu de tzigane et surtout de nomade. Alors, ce n'est pas tant les mots pour désigner les personnes qui sont importants, mais la définition du groupe qu'ils désignent. En effet, les autorités françaises et allemandes ne désignent pas les mêmes personnes via le vocable tzigane. Les tziganes sont présents en Europe de l'Ouest depuis le XVe siècle. Leur langue, leur religion, leur culture, leur mode de vie se sont adaptés à leur environnement. Ils sont à la fois dedans et dehors et souvent à côté. Ils ont été protégés par les puissants, puis rejetés par ces mêmes puissants. Les autorités et les populations se sont souvent servis d'eux pour régler des conflits qui ne les concernaient pas. Les tziganes sont un bouc émissaire fédérateur. Ils survivent aux persécutions en ne se faisant pas remarquer, en se fondant dans le paysage. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les tziganes des principautés roumaines, qu'on appelle les Roms, sont affranchis de l'esclavage dans lequel ils étaient depuis plusieurs siècles. Cette liberté s'accompagne d'une nouvelle vague de migration en Europe de l'Ouest. Et comme les bohémiens avant eux, ils suscitent tout autant la fascination que l'attirance. Et l'attirance, plutôt, et que la suspicion et le rejet. Ils arrivent dans des pays européens qui traversent des crises économiques, politiques et identitaires. Ils rejoignent la cohorte des travailleurs pauvres qui sillonnent les territoires. L'enjeu pour les pouvoirs publics est alors d'identifier et de surveiller leur population. En 1895, un grand recensement dénombre 25 000 personnes voyageant en bande et en roulotte parmi les 400 000 itinérants en France. C'est la diapo 1. Dans le même temps, la presse écrite, qui est en plein essor à la fin du 19e, début du 20e siècle, répond à un sentiment d'insécurité dans les campagnes dont les tziganes seraient en partie responsables. Voilà, diapo 2, le petit journal fait souvent des unes, voilà, montrant les agressions des supposés tziganes. Après avoir achoppé sur une définition des tziganes, les députés se concentrent sur ce qu'ils veulent réglementer, c'est-à-dire l'identification des itinérants, la surveillance, voire le contrôle de la circulation des individus à l'intérieur du territoire national. C'est ainsi que le 16 juillet 1912 est promulguée la loi sur l'exercice des professions ambulantes qui va définir 3 catégories d'ambulants. Alors, les marchands ambulants qui ont un domicile fixe, ils sont français ou étrangers, mais ils ont un domicile fixe. Les forains. Alors, les forains sont obligatoirement de nationalité française. Ils n'ont pas de domicile fixe. Mais ils exercent une profession foraine ou une industrie foraine. Et la 3e catégorie, c'est les nomades. Ils sont français ou étrangers. Ils n'ont pas de domicile fixe. Et en fait, ils ne rentrent pas dans les 2 premières catégories. C'est donc une définition par exclusion. Pour les législateurs, la 3e catégorie désigne les tziganes. Même si le terme n'apparaît pas, c'est bien eux qui sont visés dans la définition de la catégorie des nomades. Les termes de bohémien, romanichel vont ainsi peu à peu disparaître du langage administratif pour laisser la place aux termes de nomade. Pour les identifier, on va donner à chaque personne, en fait chaque individu de plus de 15 ans, un carnet anthropométrique d'identité. C'est la diapo 3, voilà, 4, 5 et 6. Les nomades sont alors photographiés et mesurés. Les empreintes digitales sont prises
par les brigades de police mobile qui ont été créées en 1907 par Clémenceau. Ce sont pour les plus anciens les fameuses brigades du Tigre. Toutes ces techniques policières existaient, étaient en cours de développement, mais étaient jusqu'alors utilisées pour ficher des criminels, des récidivistes notamment. Là, pour la première fois, on va les utiliser pour ficher une population qui n'a commis aucun délit. Comme les tziganes voyagent en groupe ou en famille élargie, on leur octroie également un carnet collectif qui va permettre d'identifier les groupes et chaque membre. Lorsque les bandes sont trop grandes, on va indiquer sur ce carnet des zones de circulation différentes. Pour surveiller les déplacements, les nomades doivent faire viser leur carnet à l'arrivée et au départ d'une commune. C'est la diapo numéro 7. Donc, on voit sur cet exemple ces visas, ce qu'on appelle les visas. Donc, dès qu'un nomade arrive dans une commune, il doit aller voir soit la gendarme, soit le maire du village s'il n'y a pas de gendarmerie à côté, faire viser son carnet et quand il en part, il fait à nouveau viser son carnet. Ce qui permet aux autorités de suivre très précisément les déplacements des nomades. Ainsi, il devient aisé de retracer les parcours des titulaires du carnet. Les roulottes vont bientôt aussi avoir une plaque d'identité spécifique, une plaque d'immatriculation spécifique, où c'est d'ailleurs marqué en haut de la plaque, au-dessus du numéro loi du 16 juillet 1912. Des pages dans ce carnet vont aussi être prévues pour la vaccination obligatoire. Dans le même temps, des panneaux vont fleurir dans les villages pour interdire ou limiter le stationnement des nomades, pour reléguer ces derniers sur les routes. Le but étant de rendre difficiles les déplacements et aussi le stationnement, et en fait d'inciter les nomades à abandonner le voyage et à se sédentariser. 10 ans après la promulgation de la loi, un rapport indique que 30 098 carnets anthropométriques ont été attribués, dont 17 544 à des Français et 12 524 à des étrangers. En fait, c'est les seuls chiffres dont on dispose sur le nombre de carnets qui a pu être délivré. Malheureusement, on n'a pas le nombre de carnets collectifs qui a été délivré. Or, pour repérer les tziganes, en fait, comme vraiment ils voyagent en famille, c'est surtout le nombre de carnets collectifs qui aurait été très intéressant pour nous de connaître. Ce qui fait qu'en fait, on ne sait pas vraiment combien de tziganes il y avait à l'époque, notamment à la veille de la guerre. Voilà, on peut faire que des extrapolations par rapport au nombre de carnets individuels donnés à des nomades français. Donc, parmi ces familles qui ont un carnet, toutes n'appartiennent pas au monde tzigane. Vous avez des familles sédentaires qui sont devenues mobiles pour des raisons économiques, des travailleurs étrangers qui sont venus en France sans leur famille. Vous avez des marchands chinois, des marchands ambulants chinois qui ont le carnet d'étrangers, le carnet anthropométrique d'identité. Vous avez aussi dans les cirques tous ces travailleurs, ces acrobates étrangers, notamment italiens, ils ont le carnet anthropométrique d'identité. Alors qu'en dans un premier temps, la loi visait des étrangers nouvellement arrivés en France, en fait, cette loi de 1912, elle va mettre le projecteur sur des familles qui sont implantées en France depuis des siècles et bien intégrées dans les campagnes françaises. Ce sont en fait les descendants des Bohémiens. Dans l'Empire allemand, on va envisager le règlement de la question tzigane. En fait, c'est un terme, ce règlement de la question tzigane, qu'on utilisait beaucoup au début du 19e siècle et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, notamment donc dans les États allemands. Donc, on va envisager cette question tzigane sous deux autres angles, social et racial. En 1899, la Bavière recense et fiche les tziganes. Peu à peu, ce sont tous les tziganes du Reich qui sont recensés, qu'ils soient nomades ou sédentaires. Les sédentaires qui vivaient dans des situations précaires sont peu à peu assimilés aux asociaux. La différence aussi entre les territoires allemands et la France, c'est que les sédentaires, les tziganes sont majoritairement sédentaires. Il y a presque plus de nomades dans ces territoires, alors qu'en France, ils sont beaucoup plus mobiles. Voilà. En France et en Belgique, en fait, c'est là où on retrouve le plus grand nombre de nomades parmi les tziganes. Donc, les réglementations vont peu à peu restreindre leurs droits.
Dès cette époque, les Allemands aussi ont commencé à théoriser le concept de race qui a été parachevé par les nazis. Les recherches du docteur Ritter notamment ont conclu que les Tziganes, alors vous savez, vous avez peut-être entendu parler que les Tziganes sont originaires de l'Inde, et donc c'est le berceau de la race aryenne. Donc en fait, on avait quand même les Allemands avaient un doute sur l'appartenance des Tziganes à la race indo-européenne, ce qui les arrangeait pas du tout. Donc en fait, les théories du docteur Ritter ont abouti en fin de compte que les Tziganes, donc bien qu'originaires de l'Inde, étaient en fait des asociaux par leur mode de vie et une race hybride à cause de leur métissage biologique. La définition raciale du Tzigane, donc, qui a été vraiment mise au point au tout début de la Seconde Guerre mondiale, a été bien plus sévère que la définition raciale du Juif. C'est-à-dire qu'il suffisait d'avoir un seul de ces 4 grands-parents reconnus comme Tzigane pour être considéré comme Tzigane, alors que pour les Juifs, c'était 2. Les Allemands ont eu recours à la généalogie puis au dépouillement des registres paroissiaux pour recenser l'intégralité des Tziganes allemands selon ces critères. Dans les années 30, les persécutions à l'encontre des Tziganes se sont donc faites sur 3 fronts à la fois. Policiers, c'est-à-dire en fait un peu comme en France, où on regarde qui est nomade, qui ne l'est pas, qui est étranger, qui ne l'est pas. Social et aussi racial, le but étant d'exclure le plus grand nombre de la communauté nationale. Les nomades ont été internés dans des camps municipaux dès 1934. Donc ce sont les municipalités en Allemagne qui sont à l'origine des premiers camps d'internement pour les Tziganes. Les sédentaires qui bénéficiaient d'allocations sociales ont été concernés par les nombreuses rafles qui ont visé les asociaux. Ces rafles, après l'arrestation, les gens étaient internés dans les camps de concentration et notamment à Buchenwald. Identifiés racialement, les Tziganes, bien intégrés, ont peu à peu été exclus de l'armée, des administrations. Les enfants ont été exclus de l'école. Et petit à petit, donc, les Tziganes ont été mis au banc de la société allemande, alors que jusqu'à présent, même eux ne savaient même pas parfois qu'ils étaient Tziganes d'origine, et ils ont été internés. En 1942, l'ordre a été donné par Heinrich Himmler de les déporter à Auschwitz. C'est ainsi que 90% des Tziganes allemands ont été tués pendant la Seconde Guerre mondiale. À la veille de la guerre, les autorités françaises ont donc fiché les nomades porteurs du carnet anthropométrique d'identité. Depuis 1912, les Tziganes sont donc appelés nomades. Les familles sédentaires ou qui sont enregistrées comme foraines ne sont pas stigmatisées. Par contre, les familles qui ont choisi ou qui ont été poussées pour des raisons économiques à devenir des travailleurs itinérants, les étrangers qui sont sans domicile fixe et qui travaillent comme forains, eux, sont surveillés de près. En Allemagne, la définition des Tziganes étant plus large, en fait, personne ne peut échapper au sort que les nazis vont leur réserver. Les persécutions en France commencent dès la déclaration de guerre. La circulation et le stationnement des nomades est interdit en Indre-et-Loire. L'Indre-et-Loire, c'est le département qui a été choisi au début de la guerre pour que les administrations parisiennes centrales se replient et donc se trouvent refuge en Indre-et-Loire. Donc, on interdit la circulation et le stationnement des nomades dans ce département. En octobre, la circulation des nomades et aussi des forains est interdite dans la 9e région militaire, c'est toute la région ouest de la France. On a toujours le soupçon en fait des Tziganes, de fait qu'ils bougent beaucoup, que ce sont des espions à la solde de l'ennemi. Déjà pendant la Première Guerre mondiale, pour ce même prétexte, on avait interné les Tziganes originaires d'Alsace-Lorraine dans des camps de concentration. Le 6 avril 1940, les persécutions s'amplifient, un décret-loi, donc pris par la Troisième République. Nous sommes avant l'invasion allemande, donc on est toujours sous le régime de la Troisième République. Un décret-loi va interdire la circulation des nomades sur la totalité métropolitaine, et ce pour toute la durée de la guerre. Il va les astreindre à résidence. Dans chaque département, les préfets recenser les nomades qui vivent dans leur département et désigner selon leur nom, leur commune, pour les assigner à résidence.
Alors, dès cette époque, on a quand même pensé à les interner dans des camps. Les camps existent. Depuis le début de la guerre, on y interne les ressortissants allemands, voilà, d'autres des catégories de population. Les républicains espagnols aussi sont internés dans des camps du sud de la France. Donc, les camps existent en France. Mais donc, on choisit à ce moment-là de ne pas les interner dans des camps. Alors, pas pour des raisons philanthropiques, mais pour des raisons financières. Parce que ça coûte cher de pourvoir en fait, au ravitaillement de personnes qui sont internées. Quand les nomades sont assignés à résidence, en fait, elles n'ont plus le droit de bouger, mais c'est à elles de trouver les ressources pour pouvoir se nourrir. Donc, grâce à la loi de 1912, il est très facile pour les autorités en fait, d'identifier les nomades porteurs du carnet anthropométrique. Depuis 1912, les préfectures les connaissent, les gendarmes, et surtout, il faut pas, ce dont on n'a pas vraiment compte, c'est qu'on imagine toujours le tzigane, éternel voyageur qui parcourt le pays, voire l'Europe entière. En fait, c'est pas ça la réalité, c'est que les groupes voyagent sur un périmètre géographique assez restreint. Parfois, c'est juste la grandeur de quelques cantons dans un département. Donc, en fait, les familles qui circulent sont connues des autorités locales et donc c'est très facile pour elles, à partir d'avril 40, de les arrêter et de les assigner à résidence. Alors, assigner les nomades épuise vite leur possibilité de travailler. Effectivement, les activités professionnelles qui sont les leurs, ce sont des niches économiques qui ne sont viables que s'ils bougent. Ils font de la vannerie, du rétamage, ils vendent des petits objets utilitaires, mais dont on a vite fait l'acquisition. Ils font aussi du cinéma ambulant. Donc assez rapidement, en fait, les populations nomades ont de plus en plus de mal à trouver de quoi se nourrir et les relations avec leurs voisins elles deviennent assez tendues. L'entente cordiale entre les populations reposait en fait sur la mobilité des tziganes. Les premières mesures qui sont prises par l'occupant allemand contre les tziganes sont prises dans les territoires annexés. À l'été, les tziganes d'Alsace-Lorraine sont expulsés vers la zone libre où ils sont assignés à résidence. Et assez rapidement, ils vont être internés dans les camps, notamment d'Argelès-sur-Mer, du Barcar, de Rivesaltes. Sans aucune demande des Allemands, là c'est le gouvernement de Vichy qui prend la décision d'interner ces réfugiés dans des camps. En zone occupée, les Allemands vont ordonner le 4 octobre 1940 l'internement des tziganes dans les camps surveillés par des autorités françaises et vont leur interdire le franchissement de la ligne de démarcation. Voilà, la carte des camps français donc, vous montre les différents camps qui ont existé sur le territoire et les flèches montrent, je vais vous en parler un peu après, les différents transferts d'internés qu'il y a eu entre les camps entre donc 1940 et 1946. À la mi-octobre, donc l'effet le commandant contacte les préfets des départements occupés et il leur donne 15 jours pour arrêter et interner les tziganes. Le 26 octobre, par exemple, le préfet du Loiret reçoit l'instruction suivante. Les nomades trouvés dans le département doivent être arrêtés immédiatement au siège de la préfecture dans des locaux aménagés à cet effet. La préfecture se chargera de la surveillance, de la nourriture, de la fréquentation de l'école par les enfants. Les nomades qui se trouvent dans la zone occupée seront envoyés dans des camps de concentration dont la surveillance sera confiée aux agents de la police française. Les préfets vont répercuter cet ordre au niveau de la gendarmerie ou de la police. Les forces de l'ordre arrêtent qui ? Les nomades porteurs du carnet anthropométrique d'identité et en plus ceux qui ont déjà été assignés à résidence à partir du mois d'avril 40 et qui n'ont pas profité en fait, des événements pour fuir leur commune d'assignation. Donc les premiers tziganes à être arrêtés, et en fait ça va être la majorité des tziganes à être arrêtés et internés, ce sont les porteurs du carnet anthropométrique d'identité, donc défini par la loi de 1912. Dans un premier temps, les tziganes sont rassemblés avec leurs roulottes dans des lieux où les gendarmes peuvent les surveiller facilement. Ça peut être des carrières, des châteaux abandonnés ou des usines.
Peu à peu, les préfectures vont s'organiser, choisir des lieux qui vont servir de camps d'internement un peu plus structurés. Ça peut être des anciens stalags, comme en fait à Mérignac en Gironde. C'est la diapo numéro 9. Donc voilà, là c'est typiquement un camp typique en fait d'internement en France, des baraques en bois. Ça peut être aussi une gare désaffectée, comme dans Lyon. C'est la diapo numéro 10. Et donc là, c'est à Saint-Maurice, au Richesomme. Donc c'est une gare désaffectée avec des baraquements. Et dans le fond là, de la photo, vous pouvez distinguer une roulotte sur la gauche, où donc les Tziganes vont être internés dans ce camp jusqu'en 1945. À la fin d'octobre 1940, environ 400 nomades sont internés dans 7 camps en zone occupée. Les arrestations s'intensifient après le 22 novembre 1940, lorsque les Allemands vont interdire l'exercice des professions ambulantes dans les départements de la zone côtière. Ils vont expulser à ce moment-là les nomades, les forains et des clochards, notamment, comme à Nantes, de ces territoires, puisque c'est donc toute la zone côtière. Il y a aussi les étrangers, les juifs, qui sont expulsés de ces départements très sensibles, puisque les Allemands craignent un débarquement. Fin novembre 40, c'est plus de 1400 personnes qui sont internées dans 11 camps. Les autorités allemandes se rendent en fait assez vite compte que les autorités françaises ont une définition très restrictive des Tziganes, qui se limite donc aux nomades porteurs du carnet anthropométrique. Les correspondances échangées entre les feldkommandanturen et les préfectures, donc on retrouve dans les archives, rendent compte de ces différentes appréciations. Les Allemands précisent sans arrêt aux autorités françaises que les Tziganes, ce sont les nomades, mais aussi les forains, les bohémiens, les gitans, les vagabonds. Devant le nombre de personnes à interner, les préfectures s'organisent. Les internés sont transférés donc dans des lieux plus organisés comme à Poitiers. Donc c'est la diapo numéro 11. Par exemple, les nomades qui sont internés dans un premier temps à Montsirègne en Vendée, à Bouxay dans les Deux-Sèvres et à Mérignac en Gironde sont transférés en décembre 1940 à Poitiers. Au début de l'année 1941, 1700 personnes sont internées dans 10 camps qui sont situés en Loire-Inférieure, Seine-et-Oise, Charente, Vienne, Finistère, Mayenne, Indre-et-Loire, Sarthe, Ille-et-Vilaine et Eure. En 1941, de nouveaux camps sont aménagés. Le 5 mars, c'est le camp de Jargeau, dans le Loiret, qui va accueillir des internés en provenance de plusieurs départements. Donc le Loiret, mais aussi le Cher, le Calvados, pourtant c'est pas tout près, l'Eure-et-Loire, le Jura occupé, puis plus tard le Maine-et-Loire et le Doubs. En 1941, c'est aussi à peu près à l'été 41, qu'ouvrent les camps situés un peu plus à l'est. Donc Peigney en Haute-Marne, Maulois en Côte-d'Or et Arc-et-Senans dans le Doubs. À noter, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'Arc-et-Senans, il existe donc à Arc-et-Senans une ancienne saline royale qui, à cette époque, est déjà classée monument historique. Donc, on va y interner les nomades dans ce camp. Et qui dit classement monument historique dit on ne met pas de barbelés au-dessus des murs. Donc, les Tziganes vont en profiter pour s'évader en masse. C'est d'ailleurs très nombreuses évasions qui, en 1943, ont provoqué la fermeture du camp. En octobre 1941, 3100 nomades sont internés dans 15 camps. À l'automne 1941, les autorités allemandes décident, alors comme ils l'ont fait en fait en Allemagne quelques mois avant, de réduire le nombre de camps destinés à l'internement des Tziganes et d'ouvrir des camps qui ont une vocation régionale. Donc on l'a vu déjà un peu avec Jargeau, avec Poitiers, où les Tziganes viennent de différents départements. Et donc, c'est dans ce contexte que le 8 novembre 1941 ouvre dans le Maine-et-Loire le plus grand camp d'internement pour nomades, celui de Montreuil-Bellay. Quasiment toutes les familles tziganes de France vont avoir un membre qui va être interné à Montreuil-Bellay. À la fin de l'année, donc 41, les effectifs culminent à peu près 3500 internés. Comme le montre le schéma de la diapo 12, les internés sont transférés d'un camp à un autre, et ce jusqu'en 1945. Donc vous voyez bien petit à petit que le nombre de camps se resserre, mais persiste.
Les archives montrent que les autorités françaises ont cherché à ce moment-là à libérer les forains et toutes les personnes qu'elles ne reconnaissaient pas comme tziganes. Ces archives montrent également qu'on a traqué les familles qui avaient réussi à se faire enregistrer comme foraines et non pas comme nomades. Plus que les autorités d'occupation, ce sont bien les préfets qui ont décidé du sort de chacune des familles en France. L'étude, notamment d'Alexandre Doulu, sur le camp de Rivesaltes, il montre également que c'est exactement la même chose en zone libre, d'autant que les Allemands n'y sont pas, mais même après l'invasion de novembre 1942, la situation ne change pas. Et donc, il montre que des préfets, comme celui de l'Indre, a fait interner des nomades assignés à résidence parce qu'ils dérangeaient les populations ou l'humain. Les préfets ont ce pouvoir-là, c'est d'interner les familles qui les dérangent pour une raison ou pour une autre, ou qui leur sont signalées. Alors, à contrario, on a aussi le préfet, par exemple, de la Seine-et-Oise. Donc, en Seine-et-Oise, il y avait le camp de Montlhéry, dans lequel plus de 200 personnes ont été internées, notamment ils avaient été arrêtés à côté de Rouen. Donc, alors qu'il y a ce camp dans son département, mais il n'y a aucun nomade qui avait l'habitude de circuler en Seine-et-Oise qui est interné à Montlhéry. Le feldcommandant, à un moment, demande au préfet s'il reste des tziganes dans son département. Le préfet répond que non, puisqu'en fait, tous les nomades qui étaient dans son département ont été assignés à résidence. Donc, pour lui, ils ne circulent plus. Donc, pour lui, les nomades assignés à résidence ne sont plus des tziganes. Et donc, il répond au feldcommandant qu'il n'y a plus de tziganes dans son département. À quelques rares exceptions, les Allemands ne se sont pas du tout occupés de l'internement des tziganes en France. Alors, ce sont donc majoritairement des familles françaises qui ont été internées dans les camps. Les nomades étrangers sont minoritaires. Alors, qui dit français dit qu'un père, un oncle, un frère est prisonnier de guerre dans un stalag allemand. Alors que ce statut permet une libération pour d'autres catégories d'internés, ce n'est pas le cas pour les tziganes. Donc, certains sont même, pardon, j'ai loupé. En fait, certains sont donc aussi d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale, où ils ont même été gazés. Et donc, c'est ce statut-là qui, pour les autres catégories d'internés, permet une libération anticipée. Même pour les tziganes, ça ne joue pas. Les familles vivent dans des conditions très précaires. L'organisation du ravitaillement est défaillante. Alors, c'est le cas pour tous les camps d'internement qui pullulent sur le territoire français. L'internement est une charge financière pour les préfectures. En 1942, elles vont obtenir que les frais d'internement soient imputés sur le compte des frais d'occupation. Mais en définitive, c'est quand même les autorités françaises qui payent. Les internés ont faim, les internés ont froid, les internés sont malades. Les plus fragiles, c'est-à-dire les vieillards et les jeunes enfants, décèdent dans ces camps. 30 à 40% de la population sont des enfants. Comme on peut le voir, donc une photo d'enfant dans le camp de Jargeau. Ces familles françaises, elles ne comprennent pas pourquoi elles sont internées. Elles sont françaises, elles ont conscience de l'aide, d'autant qu'elles ont fait leur service militaire. Et comme je vous disais, il y en a qui sont prisonniers de guerre en Allemagne. Et surtout, elles ne comprennent pas, elles savent qu'il y a des membres de leur famille qui n'ont pas l'étiquette nomade, qui ne sont pas internés dans les camps, qui sont assignés à résidence, mais qui sont libres. Alors, il est possible d'obtenir une libération si l'interné trouve un domicile fixe et un travail, notamment comme en témoigne le film Liberté de Tony Gatliff, qui en fait donc retrace l'histoire d'une famille internée à Montreuil-Bellay et qui va être libérée grâce à l'aide d'un maire dans le film. En fait, on voit bien dans les archives que ce qui fait la différence, ce sont les ressources, les relations familiales ou sociales et la réputation des familles. Par exemple, la famille Bouglione, qui vit sans être inquiétée à Paris, réussit à faire libérer des parents éloignés en se portant garant. Lorsqu'elles sont libérées, les familles sont assignées à résidence. Certaines sont de nouveau internées après des plaintes de voisinage. Les camps d'internement français ne sont pas des camps de concentration où est imposé le travail forcé. Toutefois, on incite les adultes à travailler pour combattre l'oisiveté et parfois prélever au passage une partie de leurs revenus pour rembourser les frais d'internement. Les entreprises installent des ateliers, parfois à l'intérieur même des camps.
Des hommes sortent sous surveillance pour travailler pour les eaux et forêts ou les entreprises de l'organisation TOT. On incite aussi les internés à partir travailler en Allemagne, dans le cadre de la relève, puis le SEO, mais sans succès. Même si les autorités françaises ne sont pas à l'origine de l'internement, elles escomptent que cette sédentarisation forcée va se pérenniser à la sortie des camps. On leur inculque donc des valeurs chères aux sédentaires, donc à savoir le travail, la pratique religieuse et l'éducation pour les enfants. Des curés ou des laïcs ont l'autorisation de pénétrer dans les camps pour faire le catéchisme, célébrer, régulariser les mariages et les communions. C'est ainsi que le père Fleury, qui va devenir le premier aumônier des Tziganes après la guerre, va œuvrer dans le camp de Poitiers. À savoir que donc le camp de Poitiers, il y a une partie de camp où sont internés des Juifs. Et en fait, grâce à la complicité des Tziganes, le père Fleury va réussir à faire évader des internés juifs. Ce qui fait qu'après la guerre, le père Fleury va devenir le premier juste français. Donc, on voit sur les diapos 14. Donc là, c'est un dessin fait à Montreuil-Bellette par les sœurs franciscaines qui ont réussi à obtenir le droit de vivre dans le camp avec les internés pour s'occuper des enfants. Donc, il y a une sœur qui a fait de nombreux dessins qui ont été découverts par Jacques Sigaud, qui a fait l'histoire du camp de Montreuil-Bellette. La diapo suivante, donc c'est une photographie de la communion des enfants de Poitiers où l'évêque vient à cette occasion célébrer la communion de ses enfants tziganes. À cette occasion, d'ailleurs, on leur donne des vêtements neufs et puis après, on leur retire. Dans le camp des Alliés de Salier, donc les Alliés, c'est à côté d'Angoulême et Salier, c'est dans les Bouches-du-Rhône. On a essayé de placer des enfants dans des institutions. Ces pratiques ont été observées à grande échelle en Suisse. Ce sont des expériences qui ont été assez courtes, mais qui ont été très malheureuses pour les enfants et leurs parents. Comme les autorités françaises ont fait sienne l'internement des nomades, elles n'ont pas estimé que ces derniers devaient être libérés comme les autres victimes de l'occupant à la libération. Fin 1944, 1000 personnes sont toujours internées dans 5 camps. Elles sont près de 400 à être internées en décembre 1945, donc dans le camp des Alliés, de Jargeau et de Saint-Maurice. Leurs compagnons de détention ne sont plus des juifs ou des résistants, mais des collaborateurs et des prostituées. Le ministère de l'Intérieur s'oppose à la libération de tous les internés nomades, alors que les préfets le réclament. Et il recommande d'assigner à résidence les nomades qui sont libérés. Il se retranche derrière le décret du 6 avril 1940. Vous savez, c'est celui qui a interdit la circulation des nomades et qui les a assignés à résidence là, au début de la guerre en avril 40. Ce décret disait interdiction de la circulation pour toute la durée de la guerre. Et en fait, la France va être officiellement en guerre jusqu'au 10 mai 1946. Un décret dit de cessation des hostilités va paraître et dire officiellement que la France n'est plus en guerre. Et à partir de ce moment-là, les autorités françaises ne peuvent plus se retrancher derrière un ordre, un document administratif qui légalise l'internement des Tziganes, puisqu'ils avaient assimilé l'assignation à résidence à un internement. Donc, c'est qu'après le 10 mai 1946 que les derniers internés du camp des Alliés quittent les camps d'internement français. Il faut savoir que les collaborateurs ont été libérés avant les nomades. Les nomades sont les derniers internés administratifs à être libérés des camps d'internement français. Alors, ils sont libérés, ils ne sont plus assignés à résidence, on n'a plus le droit. Mais le ministère de l'Intérieur va publier, dès juillet 1946, différentes instructions pour demander au préfet d'appliquer avec sévérité la loi du 16 juillet 1912. Que les Tziganes qui sortent des camps d'internement, il faut qu'on leur mette, s'ils rentrent dans la catégorie des nomades, leur carnet anthropométrique et on poursuit la surveillance comme avant-guerre. En France, les modalités de persécution donc dépendent des autorités qui les mettent en œuvre. On a vu qu'en zone occupée, en zone libre, ce sont les autorités préfectorales qui ont eu la main sur les persécutions.
Arrestation des nomades, tentative de socialisation des adultes et des enfants, forte pression pour que les nomades libérés se sédentarisent. Les autorités allemandes sont peu intervenues et n'ont pas demandé la déportation des tziganes, notamment parce que géographiquement, la France ne fait pas partie du Grand Reich et donc l'ordre de déportation des tziganes à Auschwitz du 16 décembre 1942 ne s'applique pas à la zone occupée ni à la zone libre. Diapo 17. Le travail de Monique et de Beau montre que dans les territoires rattachés, belle image, montre que dans les territoires rattachés à la Belgique, comme dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, les Allemands ont demandé l'application du décret d'Auschwitz, qui a permis l'arrestation de 145 tziganes français à l'automne 1943. Ces tziganes ont été ensuite transférés à Malines pour être déportés à Auschwitz par le convoi dit Z, Z pour Zigeuner, Tzigane en allemand, du 15 janvier 1944. Donc 351 personnes ont été arrêtées. Et parmi ces familles, en fait, il y avait des familles qui avaient été précédemment arrêtées à Rouen, transférées à Montlhéry, puis à Mulsanne, puis à Montreuil-Bellay. Et ces familles avaient été libérées à l'été 1943 et assignées à résidence autour du camp de Montreuil-Bellay. Originaires du nord de la France et de la Belgique, ces familles ont bravé l'interdiction et sont parties à l'automne 1943 rejoindre en fait le lieu d'origine, d'où ils sont originaires, pour retrouver les restes de leur famille, les autres membres de leur famille. Et là, ils ont été raflés, malheureusement, déportés à Auschwitz. Il y a eu très peu de survivants de ce convoi Z. L'étude en cours de Théophile Leroy sur les tziganes d'Alsace et de Moselle devrait faire la lumière sur les persécutions mises en œuvre dans ces territoires annexés au Reich, avec l'aide ou non des autorités locales. Actuellement, on n'a pas d'études justement sur comment vraiment ont été traités les tziganes d'Alsace-Lorraine. On a généralement fait une assimilation au traitement qui a été réservé aux tziganes vivant en Allemagne, mais donc sa thèse devrait nous permettre d'en apprendre plus. Diapo 18 pour terminer. Enfin, 7000 hommes, femmes et enfants ont été internés en France parce qu'elles ont été identifiées comme tziganes par les autorités françaises et ou allemandes. Même si nous ne connaissons pas le chiffre de la population tzigane en France à la veille de la guerre, on peut néanmoins estimer qu'un peu moins d'un quart de la population nomade a été internée en France entre 1940 et 1946. Cet internement a été vécu comme un véritable traumatisme qui a laissé des traces dans les mémoires familiales jusqu'à aujourd'hui. Des êtres aimés sont morts ou sont portés disparus. Des pratiques culturelles structurantes ont été bafouées. Des modes de vie ancestraux ont été abandonnés. La méfiance des tziganes envers les pouvoirs publics s'est transmise à leurs descendants. Les discriminations envers les non-sédentaires ont perduré après la guerre. Le 29 octobre 2016, le président de la République, François Hollande, reconnaissait la responsabilité des différents pouvoirs politiques dans l'internement des familles nomades françaises. Au même moment, les législateurs ont mis fin à un régime discriminatoire, celui des carnets de circulation, et ont mis fin au statut des gens du voyage qui avait pris en 1968 la suite du statut discriminatoire des nomades. Là, je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup donc, pour cet exposé complet et pour cette force d'avoir réussi en un peu plus d'une demi-heure à nous raconter quasiment 2 siècles d'histoire et d'existence nomade en France. Alors effectivement, nous avons eu plusieurs questions. Peut-être rebondir tout de suite, puisque ça a été une de vos phrases sur ce fameux sort des nomades. Le sort des nomades, en fait, il y a-t-il eu après 1940 un statut des nomades, comme il y a pu avoir en France occupée, un statut des Juifs? Il n'y a pas de. En fait, ce qui est semblable, d'ailleurs, c'est le 4 octobre 1940, c'est la même date que la publication du statut des Juifs, qui est publiée l'ordonnance allemande pour interner les gens occupés. Mais en fait, la législation, elle ne change pas, c'est la même qu'en 1912.
c'est effectivement un menu depuis 1812 qui ne bouge pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et justement, de 1912, quel est le contact exact de promulgation, de création? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur particulier qui 1912? Non, ça se fait petit à petit. En fait, l'arrivée qui viennent de Roumanie, en fait, ce sont des groupes très visibles. Ils ont une façon de vivre différente. Gustave Flaubert, plusieurs fois, en fait, ces campements qu'il voit, ça attire donc l'attention, sont un peu différents. Et comme ils sont très mobiles, en fait, on a l'impression, alors qu'en fait, pas du tout, mais ils bougent énormément. Et en fait, la législation en France, mais c'est pareil dans les autres pays, elle ne permet pas en fait d'expulser ces gens. Parce que déjà, on ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas d'où ils viennent vraiment et on ne peut pas les expulser. Donc, on se les renvoie, en fait, les brigades de gendarmerie les accompagnent et puis les escortent jusqu'à la sortie de leur ressort. Et donc, à la fin du 19e siècle, en fait, ces nouveaux nomades qui apparaissent en France, ils se mêlent aux autres, à ces hordes, comme vous avez vu le recensement de 1895, ils recensent 400 000 itinérants, des gens qui sont sur les routes, qui sont à la recherche de travail. Il y a une crise économique à ce moment-là, une crise identitaire. Et en fait, donc, c'est à la Chambre des députés et au Sénat, en fait, les pourparlers vont durer plusieurs années pour savoir déjà qui on veut viser. Et là, en fait, c'est là que devient le problème de la définition du Digan. Personne ne s'accorde sur une définition parce qu'en fait, il n'en existe pas tout simplement. Et donc, en fait, ils vont appuyer sur qu'est-ce qui pose vraiment problème. C'est la circulation et aussi qui sont ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'on leur donne une pièce d'identité spécifique. D'accord. Et est-ce que vous pensez que le racisme finalement très virulent de la population française, ou en tout cas assez violent de la population française vis-à-vis des nomades, a été exacerbé par cette politique au cours, d'ailleurs, c'est pas au cours de la Seconde Guerre mondiale, c'est au cours du XXe siècle, en fait, du 19e et du XXe siècle. Et en fait, elle met aussi en avant, en lumière, des familles qui jusqu'à présent étaient assez intégrées en fait dans le paysage de nos campagnes, les bohémiens, les descendants des bohémiens. Cela en fait posait pas de problème. En fait, chacun avait sa place, chacun avait son rôle et ne posait aucun problème. La loi de 1912, en fait, en identifiant en fait un mode de vie, va focaliser en fait l'attention des pouvoirs publics et aussi des populations sur ces familles françaises qui sont là depuis longtemps et qui posent aucun souci, qui ont leur place dans notre société. D'accord, très bien. Je prends une autre question. Vous indiquiez donc que les ne comprenaient pas quelles étaient les raisons de cette stigmatisation mondiale, qu'elle se considérait française depuis plusieurs décennies. Est-ce que cette stigmatisation est d'une déchéance de nationalité? Ben non, puisqu'ils sont français depuis des générations. C'est ça. Et donc, pendant qu'on restait français, Oui. bien qu'internés Voilà. jusqu'à fin 40, enfin jusqu'à mi-46. Ouais. On ne remet pas en cause en fait leur nationalité. Ce qui est en cause, c'est leur mode de vie, c'est le fait de circuler. Et voilà. Et en fait, c'est presque naturellement qu'on interdit les circulations et on part les personnes dans des camps d'internement et pour les nomades dans des camps, mais pas tous en fait. Vous voyez, c'est à peu près un quart qui sont internés. Vous avez dans des départements, par exemple, en Seine-Maritime, ont été arrêtés en novembre 1940 à peu près 200 personnes. Ce sont des familles qui en fait ne sont pas du département, mais qui ont l'habitude de circuler, notamment celles qui viennent de Belgique. C'est un circuit commercial en fait, les familles nomades. Elles ont l'habitude de venir ici. Et vous avez dans d'autres départements, ils circulent pour les vendanges, pour les récoltes et tout. Donc ceux-là vont être arrêtés. Mais les nomades du département, eux, ne vont pas être inquiétés. Je ne les ai pas retrouvés. Ils ne sont pas arrêtés à Rouen. Ils ne sont pas à Montlhéry. Donc, vous avez des départements, camps d'internement, où les nomades ne vont pas être inquiétés à résidence.
De temps en temps, vous avez des familles envoyées dans un camp parce que là, tout le monde est contre eux. Et là, le préfet de prendre un arrêté d'internement, mais généralement, beaucoup de familles qui en fait échappent à cet internement. On le savent, hein, puisqu'ils ont, comme je disais, ils ont des membres de leur famille, il y a des contacts quand même avec l'extérieur, qu'un tel, lui, n'est pas interné. D'accord. Et donc, effectivement, un quart de la population nomade est internée. Et pour le reste, en fait, on a très peu de voir comment s'est passée la guerre pour eux et quelles sont les raisons qui leur ont permis d'échapper à cet internement. Ils n'ont pas attiré l'attention sur eux. D'accord. Ils ont continué de faire ce qu'ils faisaient, d'être avec voilà, leur environnement, les populations autour. Et en fait, tant qu'ils n'attirent pas l'attention sur elles, rien. Il leur arrive rien. Très bien. Il n'y a pas eu, donc il y a un ordre allemand pour interner les familles nomades, mais non plus, on n'a pas recherché à tout prix les familles tziganes qui vivaient soit en zone occupée ou même en zone libre pour les assigner à résidence. Ceux qu'on connaît, ceux qu'on trouve sur le chemin, mais voilà, sans plus. Très bien. Alors, une question qui cette fois-ci s'adresse réellement à votre archiviste. Aujourd'hui, comment sont conservés et où sont conservés ces fameux carnets et ces fameux carnets anthropomorphiques? Alors, donc on les trouve dans les fonds de la préfecture, donc généralement dans ce qu'on appelle les sous-séries M, police 4M chez nous. Donc tout n'a pas été conservé. Après la guerre, il y a eu une circulaire, je crois qui a demandé aux archives départementales de veiller à pas détruire ces carnets anthropométriques. Mais je vous avoue qu'on en a un certain nombre en très mauvais état, donc quand même pas mal. Mais sinon, on peut les retrouver donc, dans les archives départementales. D'accord, dans les archives départementales. Pour continuer un petit peu sur cette vie y a-t-il eu pendant les internements des intervenants extérieurs, des médecins, des infirmiers, des maîtres d'école? Tout à l'heure, vous parliez, si je crois bien, du père Fleury. Est-ce que c'est un prêtre qui aurait pu intervenir dans ces camps d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale? Oui. Alors, il y a voilà, assez peu de gens se sont intéressés aux familles qui ont été internées. Il y a eu peu de mobilisation de l'opinion publique. Il y a la Croix mobilisée, quelques ordres religieux, comme les sœurs franciscaines, là, qui ont demandé l'autorisation de vivre dans le camp de Montreuil-Bellem. C'est le seul ordre religieux qui a eu cette autorisation. Parmi les laïcs, vous avez eu des instituteurs, puisque donc on a essayé dans un premier temps les enfants à l'école du village, mais les relations ce sont en fait les villages ne voulaient pas des enfants nomades dans leurs écoles, donc on a monté des écoles à l'intérieur de ces camps, donc avec des vrais instituteurs parfois, repliés d'Alsace, bon, qui n'avaient pas de poste à ce moment-là. Alors ils vivaient pas dans le camp, mais voilà, ils venaient dans la journée et la nuit ils dormaient en dehors du camp. Vous avez des laïcs qui sont venus faire comme les curés qui ont fait le catéchisme pour les enfants, des infirmières, vous aviez aussi des médecins. En fait, le médecin du coin, le camp était dans sa tournée comme les infirmières, mais alors avec des moyens très rudimentaires et voilà, très, très, très pauvres. Et donc, les plus malades étaient transférés dans l'hôpital du coin. D'accord. Et ça ne concernait que les nomades véritablement nomades sédentarisés ont également fait l'objet de procédures d'internement et ont-ils été spoliés de leurs biens lorsqu'ils ont été enfermés? Alors, en fait, les sédentaires, avec la législation française, ne sont pas visés. Mais ils peuvent se retrouver dans un camp si en fait ils vivent dans des conditions très précaires, qui vivent que leur habitat, c'est un taudis, qu'ils font, voilà, qu'il y a un rapport de police ou d'une assistante sociale les concernant, le pré-internement de cette famille dans un camp.
Et à ce moment-là, en fait, ceux qui ont plus d'argent, ce sont qui circulent pour travailler. Les sédentaires les plus riches, puisque en fait, c'est vraiment en cas d'extrême pauvreté, ceux qui ne bougent plus, c'est ceux qui n'ont plus les moyens économiques pour bouger. D'accord. Par contre, donc les nomades, quand ils sont arrêtés par du temps, ils laissent leur roulotte sur le lieu de leur arrêt. Leur roulotte, c'est leur maison, avec tout ce qu'ils possèdent, c'est dedans. Et surtout leurs chevaux. Les chevaux sont en fait après, soit par les autorités allemandes, mais aussi par le fermier du coin. Et en fait, les nomades qui sont internés vont tout perdre à ce moment-là. Le peu qu'ils pouvaient avoir, ils perdent tout. Et il n'y a aucune indemnisation qui est sortie des camps pour les indemniser. En fait, quand les camps s'ouvrent, voilà, on peut imaginer, les portes s'ouvrent et vous avez vu qu'il y a eu des multiples transferts. Donc, vous avez des gens qui se sont retrouvés kilomètres loin du lieu de leur arrestation. Et en fait, ils rentrent à pied. Des familles entières rentrent à pied comme elles peuvent. Trouver rien très souvent. Vous avez la famille depuis décédée. Donc, son père a été des Poitiers, j'en ai pas parlé, mais il y a eu un petit cas de déportation. Son père n'est pas rentré des camps, sa femme est internée à Poitiers, mais après, elle a été transférée, elle s'est retrouvée dans le Loiret. Et elle est libérée, je crois, à Noël 45. Et la famille revient à pied dans l'espoir de retrouver le père. Et en fait, la famille est dans un tel dénuement qu'ils n'ont jamais repris le voyage. Ils se sont installés, en fait, même dans des HLM construits pratiquement sur le périmètre de l'ancien camp d'internement. D'accord. Et vous disiez que donc jamais été indemnisé de cette perte suite à l'arrestation. Il y a eu une demande des personnes, de ceux qui ont été internés ou de leurs enfants, création d'un statut, comme on peut l'avoir, un interné résistant, interné politique. Alors, les internés nomades rendent dans le cadre du statut des internés politiques. Qui est donc le statut, donc c'est en raison, interné en raison d'une, et pas parce qu'ils ont fait de la politique. Donc comme les juifs, ils ont le même statut, peuvent donc demander le statut d'interné politique. C'est juste qu'il faut savoir que pour eux, c'est quand même une démarche qui a été extrêmement difficile à faire, puisque c'est quand même un peuple qui est une population qui ne maîtrise pas vraiment l'écrit. Et donc, à cette époque-là, en fait, les adultes maîtrisaient assez mal l'écrit et les enfants ont appris à lire et à écrire dans les camps. Et puis surtout, à qui on demande un statut? On s'adresse à la préfecture, en fait, aux personnes qui les ont internés pendant la guerre. En fait, les familles, quand elles sortent des camps, finalement, elles n'ont qu'une envie, c'est de se faire oublier et de reconstituer, de refaire leur vie petit à petit, et surtout qu'on les oublie, puisque faut pas oublier que donc à la sortie des camps, la surveillance instituée par la loi de 1912 reprend comme si passé. Donc, ça incite pas du tout, en fait, les victimes demander une reconnaissance de statut. Ça va se faire, mais ça va mettre des années et des années pour que ça se fasse. Il y a, là, à l'été dernier, vous avez Raymond Guirem qui est décédé, qui a été un des camps d'internement. Et un jour, donc, quand il a eu sa carte d'interné politique, il m'a dit que je crois qu'il avait attendu 35 ou 40 ans. En fait, le nombre de kilomètres qu'il séparait de la préfecture de son domicile. D'accord. Pour vous dire. Tout à fait. Une question sur justement les témoignages écrits, s'ils existent, et aussi que l'on peut trouver autour justement de la persécution de la tzigane. Est-ce que vous auriez quelques ouvrages principaux à nous conseiller? Alors ensuite envoyer à l'ensemble des participants à ce webinaire. Mais s'il y avait ouvrages principaux à conseiller aux participants de ce soir, quels seraient-ils selon vous? Alors déjà, avant de vous citer des ouvrages, c'est que ce qu'il ne faut pas oublier, donc, particulière orale, et aussi avec une représentation du passé autre, et notamment des personnes qui sont décédées.
Donc, en fait, chez les Manouches, pourtant en France, on ne parle pas des morts. Donc, voilà, c'est la mémoire des morts est sacrée. Ceux qui, famille, après la guerre, n'ont pas parlé à leurs enfants de ce qui s'est passé, de peur chez le mort. Il y a aussi de la promiscuité. En fait, il y a énormément de choses qui ont été vécues par les internés, alors que normalement, on ne vit pas sa nouche. Donc, déjà, tradition orale, plus tout ça font que témoigner après la guerre. Ils sont pratiquement pas écrits. Ils ne pouvaient pas en parler parce que pour eux, c'était comme la plupart des victimes, comme les juifs ou même les résistants un peu moins, mais notamment les victimes juives, elles ont peu parlé après la guerre. Mais eux, il y a en plus tout ça qui fait ce poids de leur culture, qui fait que c'était impossible d'en parler. Et donc aujourd'hui, le temps a passé, vous avez des petits arrière-petits-enfants qui, eux, sont avides de connaissances et demandent, questionnent, mais il n'y a plus beaucoup non plus de survivants de cette époque et c'est quand même aussi très compliqué de faire parler les survivants. En livre, sinon, donc le précurseur, c'est quand même Jacques Sigaud, qui a écrit la monographie de Montreuil-Bellay et qui a écrit à une époque aussi où il y avait beaucoup de survivants. Il a connu beaucoup de survivants, donc son livre est émaillé de témoignages qu'on n'a plus aujourd'hui. Vous avez après l'ouvrage que j'ai fait avec Emmanuel Filol, Les Tziganes en France, un sort à part, qui est donc un ouvrage global sur l'ensemble de la situation en France. Vous avez, je l'ai cité pour le département du Nord et du Pas-de-Calais, l'ouvrage de Monique Edebeau. Là, je vois qu'elle assiste à la qui est donc sorti un livre il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, sur déportation du Nord et du Pas-de-Calais. Alexandre Doulu a publié un livre sur Rivesaltes qui est intéressant puisque c'est des archives que pour l'instant, jusqu'à présent, qu'on n'avait pas étudiées et qui du coup montrent le pouvoir des préfets en zone libre, comment ils ont incarné des camps, des familles nomades ancrées depuis longtemps territorialement et qui posent aucune... Oui. Non, je vous en prie. Après, vous avez aussi au niveau européen, c'est en Allemagne qu'on a aussi les études les plus importantes et les plus récentes sur le génocide des Tziganes. Vous avez Carola Fings, Frank Sparring, et vous avez un groupe aussi, une fondation en Allemagne qui s'appelle Rome Archive, qui a publié, qui ont voulu donner la parole aux victimes, parce que c'est, comme je vous expliquais, c'est très difficile en fait de faire parler les victimes. Elles n'ont pas vraiment témoigné, surtout en France, un peu moins. Et donc en fait, ce projet de Rome Archive a voulu mettre en avant des témoignages des Tziganes et tout de suite après la guerre, pas longtemps après, c'est tout de suite. Et donc voilà, ce projet de Rome Archive qui existe là, depuis quelques années, qui est consultable sur Internet, voilà, est très intéressant. On nous posait la question justement en disant que pistement cette culture de parler de ce qu'ils vécu, est-ce que en fait cette histoire s'est transmise d'autre manière par par chansons, par des morceaux de musique qui ont créé une sorte de tradition sonore autour de cet internement? Oui, il y a une peintre femme, donc là, j'ai pas le nom en tête, qui a peint des tableaux. Il y a des contes qui ont été faits, quelques romans. Mais c'est pareil, le rapport à l'écrit, il vient plus tardivement. Donc, après, c'est plutôt des descendants ou des membres de famille, mais pas des gens qui ont vraiment vécu ça à ce moment. Ou alors, ça peut être comme Raymond Gurem, en fait, il a raconté son histoire dans un livre nomade, mais je l'ai plus en tête non plus, voilà, qui est très intéressant. C'est son livre de témoignage, c'est ça? Oui, c'est son voilà. témoignage, oui. Madame Stoshka? Non, je pensais à Sarah Shapir de mémoire, mais c'est peut-être aussi Stoshka. Je vous avoue que c'est pas mon domaine de prédilection. D'accord, oui. Mais... Alors, je remonte un petit peu en arrière sur une des questions qui renvoie au début de votre exposé. Donc, vous expliquiez que 90%
des nomades ont été exterminés en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qu'en est-il de ceux qui se trouvaient en Alsace-Lorraine, enfin en Alsace-Moselle annexée? Font-ils partie de ces 90% ou font-ils partie du quart de nomades internés en Alors, France? c'est ce que je vous disais à un moment, c'est qu'on ne sait pas trop. En fait, il n'y a pas eu d'études vraiment sur ce sujet-là. Moi, je me rappelle, j'avais enquêté sur le camp du Struthof, savoir s'il y avait eu des tziganes. Donc, il y en a eu au Struthof, mais ils ne venaient pas d'Alsace-Lorraine, ils venaient d'ailleurs. Et en fait, on sait peu de choses sur ce qui s'est passé. On sait qu'un grand nombre ont été, dès l'été 40, expulsés vers la zone libre. Et en fait, ce que je vous disais, c'est qu'actuellement, il y a Théophile Leroy là, qui est en train de faire une thèse sur ce sujet. Et il devrait bien, je C'est ça, pense. c'est l'étude qui est en cours, oui, tout à fait. Voilà. Et on devrait avoir des réponses. Mais justement, c'est un manque, l'Alsace-Lorraine. Très bien. Eh bien, à moins que notre modérateur nous dise qu'il y a d'autres questions que j'ai oubliées, je crois que nous avons fait le tour, à moins non, que... je vois par rapport peut-être à la résistance, je vois, il y a une question, parce qu'on en parle aussi assez peu, il n'y a pas d'études aussi sur cette question-là. C'est, voilà, vous avez un certain nombre de tziganes qui se sont enrôlés dans la résistance et qui ont aidé notamment les maquis. Voilà, il y a différents actes qui existent, qui ont été répertoriés. Et c'est pareil, il y a toute une histoire à écrire là-dessus. D'accord. Alors, je vois que si on relance Oui. un certain nombre de questions, peut-on dire qu'il y a eu en France un certain nombre d'écrits intellectuels ou de personnes intellectuelles qui auraient véhiculé une idéologie anti-tzigane, que ce soit pendant la guerre ou dans l'immédiat après-guerre? Je ne crois pas, par ma connaissance. Vraiment, les tziganes, on n'en parle pas. C'est l'indifférence totale, que ce soit contre ou pour, surtout à cette époque-là. Après, vous avez quelques initiatives individuelles, mais il n'y a pas d'intellectuels qui se mobilisent. Il y a, peut-être, à cette époque, vous avez Matteo Maximoff, qui a été un écrivain tzigane, voilà, c'est un des rares qui a écrit, qui a fait des livres autobiographiques. Lui, il a été interné à Lannemezan. Il était d'origine russe. Et donc, voilà, donc les tziganes, notamment russes, ont été internés à Lannemezan. Et lui est en relation avec Maître Izorni, donc le grand avocat, et qui a notamment défendu le maréchal Pétain lors du procès, de son procès. Voilà. Et en fait, pendant la guerre, Maître Izorni correspond avec Matteo Maximoff. Il y a un lien d'amitié qui s'est créé avant la guerre et qui perdure pendant l'internement. Mais sans plus, ça ne va pas donner lieu à une mobilisation de l'avocat, soit pour faire libérer Matteo Maximoff ou pour rendre public le cas des familles internées dans les camps français. Oui, ça reste un échange entre deux personnes qui s'estimaient en réalité, voilà. plus qu'un combat idéologique ou politique. Voilà. Alors, on quitte un petit peu le thème purement de la répression, mais une question récurrente qui nous revient sur justement, on va dire, l'engagement combattant des tziganes, l'engagement donc en plus de la résistance, savoir si un statut, donc dans le même titre qu'on évoquait les spoliations et le statut de déporté ou interné politique tout à l'heure, est-ce qu'il y a un statut d'ancien combattant qui était reconnu pour cette population tzigane, ce qui semblerait assez logique étant donné qu'ils étaient de nationalité française, ou est-ce qu'il y a eu là également un sort à part? Non, il n'y a pas de sort à part. Moi, je connais André Sauzère, qui est un ancien combattant. Je ne sais plus quelle guerre il a fait, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, peut-être la guerre d'Algérie ou un autre. En tout cas, il est porte-drapeau depuis très longtemps et il va même aux cérémonies nationales, 14 juillet, il est là, il représente notamment les tziganes, mais avant tout, voilà. Non, il n'y a pas une discrimination faite pour les anciens combattants d'origine tzigane. Parce que généralement, on ne le sait pas, ils sont d'origine tzigane. Ça ne se voit pas, en fait. Très bien.
Bien, eh bien écoutez, Christine Hubert, un grand merci pour vos lumières ce soir, pour cette conférence très complète, pour vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Donc nous attendons, si j'ai bien compris, avec impatience la publication de l'étude de Théophile Leroy Ouais. sur l'internement et la répression tsigane dans l'Est de la France. Et nous, de notre côté, au sein donc au lieu de la Mémoire nationale Île-de-France et dans le cadre du cycle culturel sur cette mémoire tzigane pour le mémorial des martyrs de déportation, nous vous donnons rendez-vous donc le 22 mars pour un ciné-débat cette fois-ci. Nous espérons en présentiel, comme on dit désormais, dans l'auditorium de l'Hôtel de Ville, avec Léo et Edith Bloch autour du film Mémoire tzigane, l'autre génocide. Un grand merci à tous pour votre accueil, pour votre écoute. Nous vous ferons parvenir un certain nombre de références bibliographiques dans tous ces échanges. Et nous vous donnons donc rendez-vous le 22 mars. Et Marie-Christine Hubert, encore un grand merci pour votre présence et votre intervention ce soir. Bonne Merci à soirée à vous et tous. merci pour toutes ces questions. Merci Au beaucoup. revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.